fait souvent ça au SCPV, c'est-à-dire qu'on brise des plans qu'on a. On est un syndicat de femmes, on est un syndicat progressiste, métropolitain, un syndicat de col blanc, moderne, beaucoup d'envergure, et le plus grand des plus petits, le plus petit des plus grands. C'est comme une famille. On a un sentiment d'appartenance. Une culture de travail vraiment intéressante et une équipe de militants vraiment engagés. Beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de personnes qui se rassemblent, beaucoup plus de femmes. Des acteurs qui s'impliquent sur toute la portée de main. À la fin du 19e siècle, les mineurs, les salariés de manufacture et de l'industrie lourde, ainsi que les ouvriers de la construction, se regroupaient et formaient des syndicats. Mais pendant des décennies, les employés de bureau ont été oubliés. Ils étaient les orphelins du syndicalisme. Les quelques syndicats de col blanc existants regroupaient souvent des employés de syndicats. Ils n'existaient individuellement qu'en vertu d'une charte émise par la Fédération américaine du travail, l'AFL. Dans ce contexte, la création d'un grand syndicat de col blanc allait en être une de courage, de résilience et de leadership. La réalité, c'est que le syndicat international auquel on appartenait se concentrait sur la syndicalisation strictement des employés de bureau, dit col blanc à l'époque. Donc, c'est évidemment des petits groupes qui ne s'identifiaient pas réellement avec les travailleurs col bleu. Ça a tout le temps été difficile de syndiquer le monde au Québec. Mais dans les secteurs où il était, le SFPB, épouvantable, quand on syndique des employés dans une shop, dans une entreprise, qui sont 50, 60, 200 sur le même plancher, ils se rencontrent à tous les jours, ils placotent. Bon, il y a une certaine unité qui se fait, une complicité. Mais dans les employés de bureau, souvent, il y a autant de petits boss, que d'employés, là. Fait que c'est un autre dynamique. Ils ont syndiqué des commissions scolaires, des employés de bureau, des concierges. Créer des gros syndicats là-dedans, ça prend du courage et de la ténacité. Puis le SFPB, ils ont réussi, je le dis, chapeau. À des endroits, on a des tâches qui sont des tâches de direction, sans qu'on ait les pouvoirs disciplinaires, comme qui, dans une industrie de papier, qui fait les horaires dans l'entretien, c'est des cols blancs. Fait que c'est dur de les convaincre que c'est des salariés. C'est à partir des années 1940 qu'on a pu voir les choses changer. C'est ce que nous explique l'historien Jacques Rouillard. C'est que le gouvernement québécois, en 1944, adopte la loi des relations ouvrières. La loi donne aux travailleurs le droit à la négociation collective. Fondamentalement, c'est qu'elle oblige, lorsque dans une unité de négociation, une entreprise donnée, la majorité des travailleurs, 50% des travailleurs syndiqués, veulent négocier une convention collective, la loi oblige l'employeur à négocier. Et ça va donner une impulsion formidable au syndicalisme au Québec. Cette nouvelle législation, croyait-on, allait favoriser le recrutement syndical des cols blancs. Mais c'est surtout une décision majeure de la Fédération américaine du travail, l'AFL, qui allait souffler une certaine brise favorable. Marcel Franck faisait partie d'une section locale de col blanc directement affiliée à l'AFL. Comme son grand-père Gustave, pionnier du syndicalisme international, Marcel participait au congrès de l'AFL. Appuyé par des syndicalistes américains et canadiens, il obtient en 1945 la création d'un grand syndicat de col blanc, l'Union internationale des employés de bureau. La même année, ce nouveau syndicat crée la section locale 57, chargée de recruter les cols blancs sur le territoire québécois. 2 ans plus tard, Franck fait adopter par le nouveau syndicat international un poste statutaire de vice-président canadien. Entre-temps, Russell Harvey, un organisateur ontarien de l'AFL, fait adhérer à la nouvelle Union internationale des cols blancs de compagnies papetières en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Il crée ainsi, dans l'Est du Canada, les premières sections locales de l'Union internationale des employés de bureau, distinctes de la section locale 57. Au Québec, après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement Duplessis s'efforce de réduire les droits syndicaux.
Et comme la nature particulière du travail des cols blancs rendait toujours leur syndicalisation difficile, le développement de la section locale 57 fut très lent. C'est à peine si elle a fait quelques percées dans le secteur privé, comme à la laiterie J.J. Joubert ou chez Sherwin-Williams. En fait, 10 ans après sa création, elle ne compte que 107 membres, principalement des employés de syndicats. Elle n'a pas de personnel permanent. Elle doit compter sur le militantisme de certains de ses membres employés de syndicats pour faire du recrutement et de la représentation. Marcel Franck, le premier président, est l'un de ces bénévoles. Hélène Antonuc, secrétaire à la Fédération provinciale du travail du Québec, et Jacqueline Lavoie, secrétaire au Congrès des métiers du travail du Canada, assument à tour de rôle les fonctions de secrétaire archiviste de la section locale 57. Ce n'est qu'en 1956, avec l'embauche d'un premier conseiller permanent, Roméo Corbeil, que la section locale va connaître un véritable essor. Venu de l'Union internationale des produits chimiques, Corbeil va très vite se mettre à la tâche. Un de ses premiers gains est la Corporation de gaz naturel. Il y rencontre Louis-Philippe Lamoureux, un releveur de compteurs, avec qui il recrute une majorité de membres. Puis lui, il a fondé ce syndicat-là avec d'autres membres, puis ils ont réussi à déposer une requête. Mais déjà là, comparé à l'époque, ils ont négocié la semaine de 35 heures. Il y avait des avancées assez spéciales. Puis ils ont amélioré beaucoup les salaires. La Corporation de gaz naturel allait devenir Gaz métropolitain en 1969 et Énergir en 2017. Dès 1970, le nombre de membres d'unités ayant beaucoup augmenté, ils formeront désormais une section locale distincte de la section 57, soit la section locale 463. Et c'est justement là que Roméo Corbeil déniche son premier collaborateur, Gilles Beauregard. Ils sont désormais 2 à sillonner les routes de l'Ontario, du Québec et des Maritimes. Ils y recrutent de nouveaux membres, négocient des contrats de travail, plaident en arbitrage et créent de nouvelles sections locales un peu partout. Le tout à une vitesse grand V parce qu'ils doivent aussi prendre le temps de taper eux-mêmes les conventions collectives et parfois de les traduire pour des employeurs unilingues anglais. Le travail de ces recruteurs et négociateurs monopolise l'essentiel de leur vie. En témoignent 2 conseillers qui feront bientôt partie de l'équipe Corbeil. On se levait le matin, on commençait à travailler, puis on se couchait tard le soir, puis on a fini de travailler, ou de militer, c'est ça là. Pour nous autres, c'est la même chose. On n'avait pas d'autre vie, là, tu sais, si je me souviens bien. Puis mon fils aujourd'hui pourrait le dire, là, il n'y a pas eu de père présent là. Je n'étais que conseiller militant syndical, ce n'était que ça. J'ai appris avec un peu d'étonnement et parfois beaucoup de colère, c'est ce que j'appelle la mythologie syndicale. On travaille 7 jours par semaine, et puis il faut faire des réunions à l'heure du souper, puis des réunions le soir, des réunions le samedi matin. Où j'avais dit, mais moi, je peux prendre mes 2 semaines, j'avais 2 semaines de vacances, de fil. Et là, tout le monde m'a regardé pour me dire, mais j'ai dit, ouais, 2 semaines de vacances de fil. Ben non, là, tu peux pas, là, tu sais, j'ai une obligation de négociation, je sais pas. Les années 1960 seront celles de la fébrilité et de l'expansion du syndicat. Les années 60, il y a une syndicalisation assez massive du secteur public et parapublic qui, en 1964, après des pressions, après des grèves, parfois illégales, que réussissent à obtenir du provincial le droit à la négociation collective, le droit de grève pour l'ensemble des employés de l'État, les fonctionnaires professionnels du gouvernement, et pour les enseignants. Et tous les employés du secteur public et parapublic. Ça signifiait une augmentation considérable du nombre de syndiqués. On a presque doublé le taux de syndicalisation entre 61 et 71. Le SEPB, quant à lui, fera des percées dans les commissions scolaires et dans les municipalités. Mais la brise nouvelle ne favorise pas uniquement le rapport de force des salariés du secteur public. Ceux du privé en bénéficient également.
C'est le cas de la Croix-Bleue, société d'assurance, où en 1963, la section locale 57 y fait son nid. C'est de là qu'émergera la syndicaliste Carol Heywood. J'ai commencé à travailler à la Croix-Bleue en 1980. Et puis, naturellement, la Croix-Bleue était déjà syndiquée depuis un moment parce que c'est une des premières unités qui a été syndiquée au local 57, là, au SEPB 57. Fait qu'on était dans les premières unités, donc en 80, ça faisait longtemps que c'était déjà syndiqué. Bref, ces rangs grossissent et la section locale peut désormais se payer le luxe d'une secrétaire, Lucienne Casanova. Plus qu'une secrétaire, en fait, il s'agit plutôt d'une chef d'orchestre qui va laisser sa marque. Madame Casanova, ça, c'était une perle. Ah, cette madame-là, c'est un gendarme. Roméo, il était sûr que ça marchait droit au bureau tant que Madame Casanova était là. C'était comme rigide, mais ça avait un cœur d'or. Mais quand elle avait conquis Madame Casanova, là, toutes les portes étaient ouvertes. Sauf qu'il fallait conquérir Mme Casanova. On n'avait aucun bâton dans les roues et on était soutenu. Il n'y a jamais eu de frein à ça. Je sais qu'au niveau du soutien à nos luttes, on était capable de s'arranger entre nous autres. Pour l'heure, les bureaux de la section 57 sont logés au 3333 boulevard métropolitain Est à Montréal, où se trouve aussi le siège de la FTQ et celui du CTC. Il s'agit d'un immeuble qui abrite des manufactures et des entrepôts. L'équipe y est un peu à l'étroit, mais les activités y bouillonnent. À un point tel qu'en 1965, le nombre des sections locales étant rendu à 38 dans l'Est du Canada, on crée le Conseil de l'Est pour les regrouper et la section locale 57 en fait partie. Cette structure deviendra, 38 ans plus tard, le SEPB Québec. De 1965 à 1970, la syndicalisation va bon train. Mais elle s'accélère en 1967 grâce à l'arrivée de deux nouveaux conseillers syndicaux, Marc Boulard, ancien organisateur du NPD, et Jacques Leboeuf, militant syndical dans le secteur des assurances. Celui-ci deviendra l'expert du syndicat en négociation d'assurance collective et de fonds de pension. Boulard, quant à lui, sera élu président de la section locale 57 à 2 reprises. En 1967, la syndicalisation des employés de la Banque d'épargne du district et de la Cité de Montréal, qui deviendra la Banque Laurentienne en 1987, constitue un exploit en Amérique du Nord. C'est en effet la première banque à charte à se retrouver syndiquée. Les nouveaux cotisants, suffisamment nombreux, ne seront pas intégrés dans la section locale 57, mais formeront la section locale 434. Pendant plus de 50 ans, contre vents et marées, le syndicat résistera aux attaques patronales jusqu'à la désyndicalisation en 2021. Il n'y avait aucune volonté d'avoir un syndicat dans l'entreprise. On les dérangeait. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient faire. On négociait des conditions de travail, puis les autres banques, il n'y avait pas ça à gérer. Nous, on avait des conditions qui étaient supérieures aux autres banques. On avait des conventions collectives. On avait la semaine 5-4. Une semaine de travail, tu travailles 5 jours. L'autre semaine, 4 jours, tu as une journée de congé. Il n'y a pas une banque qui avait ça. On a maintenu une caisse de retraite à prestation déterminée jusqu'à la fin. Ils ont tellement réalisé que c'était bon, une caisse de retraite à prestation déterminée, que la haute direction, elle a maintenu un régime à prestation déterminée pour les hauts dirigeants, là. Il faut rappeler l'extrême bouillonnement social qui a caractérisé la seconde moitié des années 60 et la quasi-totalité des années 70. Disons simplement que la section locale 57 n'en fut pas épargnée. En 1971, par exemple, des employés du journal La Presse, qu'elle représentait depuis 1967, vivront avec les divers métiers de l'imprimerie affiliés à la FTQ un long et dur conflit contre Power Corporation, propriétaire du journal.
En 1971 également, le syndicat fait le plein de militants en accueillant les employés de l'Office de la construction du Québec, aujourd'hui nommé Commission de la construction, la CCQ. En 1972, avec ses membres du secteur scolaire, la section locale 57 se joint au premier grand front commun du secteur public. Elle aura une présence significative à toutes les étapes de ce conflit historique, ayant culminé par l'emprisonnement des 3 principaux chefs syndicaux. En fait, la petite équipe permanente du syndicat doit s'élargir et à cet effet, s'adjoint les services de Michel Rousseau en provenance du secteur scolaire. En même temps, le syndicat déménage chez Pénat au centre-ville de Montréal, angle Sainte-Catherine et Saint-Denis. Il se retrouve ainsi en famille, dans le même édifice que la FTQ, le CTC, les Métallos, le SCFP et le Conseil du travail de Montréal. On commence réellement à pénétrer dans d'autres secteurs comme les commissions scolaires, tant francophones qu'anglophones, du côté des municipalités autour de la ceinture de Montréal. On continue notre percée du côté des emplois de bureau dans le secteur industriel métallurgique. Il y avait Annuaire Page Jaune. Il y avait aussi le côté du secteur de l'alimentation en syndiquant les emplois de bureau de Dominion Store, qui allait devenir plus tard Provigo. Le syndicat est en phase d'essor et de consolidation. Dès 1974, Jacques Letendre a joint les rangs de l'équipe de conseillers en tant que recruteur. Militant de la section 57 à l'Union des artistes, il avait été congédié à la suite d'une grève. Dans la même foulée, la section locale procède à l'embauche des premières femmes conseillères, soit Viviane Zacon, Mariette Pilon et Dominique Savoie. Une amie me dit, écoute, il y a un petit syndicat, STQ, qui se cherche un avocat interne. Je les appelle. Roméo Corbeil me dit, est-ce que tu pourrais venir manger avec moi et un de nos représentants seniors, Marc Boulard? J'ai dit oui. Et Roméo m'a appelé le lendemain matin, puis il me dit, écoute, tu t'en viens avec nous. 3 semaines plus tard, je suis devenue avocate interne au local 57. Ça correspondait à des choses auxquelles je croyais socialement moi-même. En fait, le SCPB a toujours eu un lien assez ambigu avec la FTQ, historiquement parce que on représentait beaucoup d'employés de syndicats. Et évidemment, il y avait des conflits, il y avait des conditions de travail, il y avait des problèmes. Et c'était pas toujours très bien perçu de la part de la direction de la FTQ. Moi, je me souviens d'avoir assisté à des conversations téléphoniques entre Roméo Corbeil et Louis Laberge à l'époque. Puis je me souviens, Roméo tenait son appareil comme ça. Puis là, il disait oui. Mais on faisait le conflit quand même, puis ça n'a jamais rien changé. On n'a jamais cédé, à ma connaissance, et j'en serais très surpris, à des pressions politiques pour régler un conflit ou des difficultés avec des employés de syndicats. Une étape essentielle de l'évolution du syndicat est la percée qu'il effectue dans les institutions du mouvement Desjardins. D'une seule, en 1973, les caisses populaires syndiquées par la section locale 57 passeront à 35 à la fin de la décennie. Ça commence à prendre l'ampleur dans le mouvement Desjardins parce que si on regarde même la CSN, sa Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, ça s'est développé aussi à peu près au même moment, là. Fait qu'il y avait des allégeances un peu partout là-dedans. Mais je pense que le SCPB 57 tirait son épingle du jeu bien plus que d'autres choses par son nom de syndicat d'employés professionnels et de bureaux. Ça attirait plus les gens de Desjardins que les autres personnes. J'ai débuté en février 1974 comme conseiller syndical à l'UAPB. Ce qui me motivait beaucoup, c'était la syndicalisation du personnel dans les institutions financières. Évidemment, Corbeil, c'est ça qu'il recherchait, lui, quelqu'un qui avait le goût. Fait que là, j'ai commencé à faire du recrutement syndical à ce moment-là. Ce qui m'a amené en 1976 à recruter le personnel de l'Union régionale de Montréal des Caisses populaires Desjardins, qui était à l'époque déjà syndiqué dans un syndicat international, la Fraternité internationale des travailleurs en poterie et autres. Ça s'appelait donc la FITPA.
ça ne fitait pas. C'était pas un syndicat vraiment revendicateur, qui n'avait pas, dans le fond, d'affaires dans le secteur des institutions financières. On n'était pas satisfait de notre syndicat. On avait l'impression qu'il ne nous défendait pas. On a effectivement magasiné, je dirais, le syndicat. En fait, on est allé voir la CSN, qui à ce moment-là, la CSN était le syndicat prépondérant chez Desjardins. C'est eux qui avaient le plus grand nombre de caisses, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Et on est allé voir le SEPB, dans ce temps-là, l'UIEPB, l'Union internationale des employés de bureau, parce qu'ils représentent les employés de l'OCQ, la meilleure convention à peu près au Québec actuellement. Évidemment, c'était pas parce qu'on disait ça que nécessairement c'était pour passer. Il fallait avoir une organisation. Il fallait qu'on ait des délégués, des poteaux un peu partout dans l'entreprise. On était quand même 300 membres répartis sur plusieurs sites. Réal Saint-Pierre mobilise une quinzaine de militants et en moins de 24 heures, près de 300 cartes d'adhésion sont signées. Tant et si bien que le 29 septembre 1976, la section locale 57 est choisie pour représenter les gens de Desjardins. Et donc, avec des audiences devant le CTC, on a obtenu l'accréditation pour représenter les employés de l'URM-CPD. 282 personnes qui étaient pour le SEPB, une très, très grosse unité syndicale. Et ça a donné un modus operandi pour d'autres. Et dans les années qui ont suivi, on s'est mis à faire du recrutement, que ce soit le personnel de la Fiducie Desjardins, le personnel de la sauvegarde de compagnie d'assurance qui appartenait à Desjardins, les caisses populaires de façon importante. Donc, dans les années 76 par la suite, on a syndiqué énormément de gens en créant une convention collective un peu plus intéressante pour le personnel de l'URM-CPD. Ça a invité les gens dans les autres institutions de Desjardins à vouloir se syndiquer. Malgré cet environnement hostile, le syndicat continue de se renforcer. Mais il le fait au prix de luttes très dures et souvent très longues. En participant aux revendications politiques du mouvement syndical, en voulant maintenir ou obtenir des conditions de travail décentes et des avantages sociaux modernes, les membres du SEPB ont mené des batailles courageuses chez Desjardins. Ce faisant, ils ont été victimes de lock-out ou ont été forcés à la grève, parfois pendant plusieurs mois. Quoi qu'il en soit, les gains ont été partagés par les salariés de toutes les composantes de Desjardins, parfois même par ses employés non syndiqués. Au cours des ans, les concertations, les échanges et la solidarité entre syndiqués des caisses populaires ont mené en 1990 à la mise sur pied du Comité de regroupement des unités de caisse, le CRUC. Où on avait des représentants de chacun des secteurs des caisses et ils étaient informés de toutes les modifications qui étaient faites dans les conventions collectives de caisse, des difficultés qu'on avait à négocier certaines clauses, des gestes que l'employeur créait pour empêcher la syndicalisation ou décourager la syndicalisation ou même à réduire la syndicalisation chez Desjardins. En fait, le SEPB à ce moment-là représentait plus de gens que tous les autres syndicats ensemble chez Desjardins. Ça en était une fierté pour nous. Si on veut avoir la grosseur de Desjardins, aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, il y a à peu près 13 000 syndiqués chez Desjardins, toutes allégeances confondues, sur 54 000 travailleurs. Là, on n'est pas à la même place. Là. On ne parle pas des années qu'on était dans un silo. Ça l'a tout ouvert, les silos. On ne peut pas être séparés. On n'a peut-être pas le même travail, mais on est tous des gens des jardins pareils. Ça n'a aucune logique. Il y a encore des gens aujourd'hui des jardins, moi je les appelle les sans-abri, que ces gens-là n'ont pas de fonds de retraite, n'ont pas d'assurance collective, parce que l'employeur, il ramasse un catimini qui met sur appel, mais dans les caisses non syndiquées, mais on sait qu'il fait du 20 heures semaine pendant 4 ans comme un temps partiel, mais il n'y a pas de conditions de travail.